Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez bien? L'été est enfin là, je pense pour le plus grand bonheur de la plupart d'entre nous. Dites-moi en commentaire si vous avez la chance de partir en vacances cet été, et si oui, où vous allez. Je suis curieuse de savoir. Merci pour vos retours sous les vidéos précédentes. La communauté Frisson Réel ne cesse de s'agrandir, c'est vraiment fou, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour. Alors bienvenue à tous les nouveaux, et merci pour la fidélité des abonnés qui sont là depuis le début. Je compte sur vous pour continuer de liker, partager et commenter cette vidéo un maximum. Je suis obligée de faire une petite aparté pour remercier également toutes les personnes qui nous ont gentiment défendus face aux nouvelles accusations de plagiat dernièrement. On essaye de pas en tenir compte, même si ça nous touche beaucoup, car on trouve ça particulièrement injuste. Mais nous avons vu ceux d'entre vous qui ont pris notre défense, et on vous remercie énormément pour ça. Ça nous a réchauffé le cœur. D'ailleurs, sous nos vidéos précédentes, certains d'entre vous nous ont aussi dit qu'ils avaient parfois déjà vécu des expériences similaires à celles que je vous partage. On a donc mis en place l'adresse email frissonréel@gmail.com, comme on vous l'avait dit dans la vidéo précédente. Vos histoires ont l'air vraiment très intéressantes, donc si vous souhaitez témoigner et qu'on partage vos histoires de manière totalement anonyme, vous pouvez nous écrire sur cette adresse email. J'attends vos témoignages avec impatience, et si on en récolte suffisamment, on pourra en faire une vidéo dédiée chaque mois qui regroupera vos histoires. Cette chaîne, c'est la nôtre, mais c'est aussi la vôtre. Alors ça me ferait vraiment plaisir de collaborer avec vous et qu'on discute ensemble de vos précieux témoignages. Maintenant, comme d'habitude, installez-vous confortablement et c'est parti pour une nouvelle histoire terrifiante. Parfois, on prend des décisions sans savoir si elles sont bonnes, simplement parce qu'on a grandi dans un certain environnement. D'autres fois, on fait de mauvais choix sans hésiter, car on n'a pas le luxe de choisir. On ne se demande pas si l'argent gagné est honnête. La seule chose qui nous contrôle, c'est de pouvoir subvenir à nos besoins, peu importe les moyens. Le plus important, c'est le résultat. Parfois, notre conscience essaie de nous dissuader, mais c'est difficile d'écouter cette petite voix intérieure. Mon histoire est une histoire parmi tant d'autres. Je suis comme beaucoup de gens qui vivent de cette façon. Quand on leur demande, ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Je ne juge personne, car chacun a sa propre notion du bien et du mal. Sans plus tarder, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je m'appelle Khalid. Je suis née dans un petit village. Après mon mariage, ma femme et moi avons décidé de déménager ensemble dans la ville de Berchid. Nous avons pris une petite maison, car nous n'avions pas beaucoup de moyens. Sincèrement, je ne savais pas que la vie en ville serait si difficile, surtout dans une petite ville où le travail se fait rare. Au début, je travaillais avec un menuisier, mais après 2 mois, il m'a licenciée. J'avais toujours cette pensée en tête. Ma femme n'avait pas de diplôme pour m'aider. Si elle devait travailler, ce serait donc un métier comme femme de ménage par exemple. Ayant déjà eu un accident auparavant, elle souffrait énormément de douleurs au dos. Je ne pouvais donc pas compter sur elle, même si elle voulait m'aider. Après avoir été licenciée par le menuisier, j'ai trouvé un travail dans une boulangerie traditionnelle. C'était l'été, et vous ne pouvez même pas imaginer la chaleur insupportable qu'il faisait à l'intérieur. Il y avait la chaleur du soleil d'un côté et celle du four de l'autre. En entrant là-bas, j'étais pâle, mais rapidement, ma peau est devenue bronzée et brûlée à cause de la chaleur. Ma femme avait beaucoup de peine pour moi, mais je lui disais que nous n'avions pas le choix. Je ne voulais pas retourner au village et entendre les gens dire que je n'avais rien accompli. Nous étions venus ici pour travailler et améliorer notre vie. Les choses se sont compliquées lorsque ma femme est tombée enceinte. Les dépenses ont augmenté, mais mon salaire est resté le même. Toute la nuit, je réfléchissais, me demandant ce que je pouvais faire. Je détestais ma vie et la direction qu'elle prenait. Les disputes avec ma femme devenaient fréquentes. Je sortais et je voyais des gens mener une belle vie, en voiture, avec leur famille, ou faisant les courses, tandis que mon chemin était toujours le même,
vers la boulangerie. Chaque fois que je revenais, j'étais couvert de cendres et on me donnait à peine de quoi vivre. Jusqu'à cette nuit où mon destin a complètement changé. Comme d'habitude, je sortais du travail après avoir terminé ma journée. Je marchais la tête baissée, honteux de mon apparence négligée. Chaque fois que quelqu'un me voyait dans la rue, il s'écartait, comme si j'avais la peste. C'est alors que j'ai aperçu un portefeuille par terre. À peine l'avais-je ramassé, qu'un homme et une femme se dirigeaient vers moi. L'homme m'a immédiatement agressé, m'accusant de vol et m'insultant sur mon apparence. Une foule s'est rapidement rassemblée, me hurlant dessus, certains demandant qu'on appelle la police, d'autres réclamant qu'on me frappe. Je jurais que je l'avais trouvé par terre, mais personne ne me croyait. Parmi la foule, un homme étrange, chauve, avec une petite barbe, vêtu de manière traditionnelle, s'est avancé. Il a ordonné qu'on me relâche, affirmant qu'il m'avait vu ramasser le portefeuille depuis sa voiture. J'étais choquée de voir quelqu'un me défendre ainsi, et la foule, respectant cet homme, s'est donc dispersée. Je l'ai remercié profondément, réalisant que sans son intervention, j'aurais passé la nuit au commissariat. Il m'a demandé d'où je venais, et a deviné que j'étais un villageois honnête, incapable de me défendre en ville. Je lui ai expliqué ma situation, ma femme enceinte, mon travail pénible dans la boulangerie au bout de la rue, et notre lutte quotidienne pour survivre. Il m'a alors proposé de travailler avec lui. Sans hésiter, j'ai accepté, même sans savoir en quoi consistait son travail. Il a souri et m'a dit qu'il était un raki, quelqu'un qui aide les gens ensorcelés et qui sont en lien avec l'autre monde. Je n'y connaissais rien, mais je supposais qu'il devait être un homme pieux, comme le shir de mon village. Il m'a expliqué qu'il voulait que je sois son chauffeur et son assistant. Le salaire proposé était le double de ce que je gagnais dans la boulangerie. Je n'en revenais pas. Je le considérais comme un ange envoyé par Dieu. Avec le coût de la vie qui augmentait et ma femme enceinte, cette offre tombait à point nommé. Il m'a rassurée, disant que mes préoccupations étaient maintenant les siennes. Il m'a donné son numéro, me disant de l'appeler une fois prêt, même le lendemain si j'étais trop fatiguée. Émue par sa générosité, j'ai voulu lui embrasser la main, mais il m'en a empêché avec un sourire bienveillant. Il est monté dans sa belle voiture et je suis rentrée chez moi, le cœur léger. Ma femme, étonnée de me voir si joyeux, m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai annoncé que je ne retournerai plus jamais à la boulangerie. Choquée, elle m'a demandé comment nous allions survivre. Je lui ai expliqué que j'avais trouvé un nouveau travail, bien payé. Elle craignait que ce soit illégal, mais je l'ai rassurée. Cet homme était envoyé par Dieu. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Elle a fini par accepter, me disant que c'était à moi de décider. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui, tant l'excitation me tenaillait. À l'aube, j'attendais impatiemment le lever du jour pour appeler cet homme. À 6 heures, mon réveil a sonné, comme chaque matin quand je me lève pour aller à la boulangerie traditionnelle. Mais cette fois, je l'ai éteint et je me suis rendormie, savourant une sensation de liberté inouïe. À 7 heures, les responsables de la boulangerie ont commencé à m'appeler, mais je ne répondais pas. Finalement, le patron m'a menacé de me renvoyer si je ne venais pas dans les 30 minutes. Je lui ai dit que j'acceptais sa décision et que je ne reviendrais pas. Il s'est mis à crier, mais j'ai raccroché, sans hésiter. Ma femme s'est réveillée, a préparé le petit déjeuner pour nous deux et m'a dit à quel point elle était heureuse de partager ce moment avec moi. Après le petit déjeuner, je suis sortie pour appeler le raki. Il n'a pas répondu les 2 premières fois et j'ai décidé de le laisser tranquille, pensant qu'il dormait encore. 1h30 plus tard, il m'a rappelé. Je me suis présentée. « C'est Khalid, l'homme que vous avez rencontré hier. Vous m'avez proposé du travail. » Il m'a donné rendez-vous chez lui 2 heures plus tard et m'a envoyé son adresse. À l'heure convenue, j'ai pris un taxi vers ce quartier composé entièrement de belles villas. En arrivant au numéro 17, une femme d'une beauté saisissante m'a ouvert la porte. J'étais tellement éblouie que j'ai presque oublié la raison de ma venue.
Elle m'a demandé ce que je faisais là, et je lui ai expliqué que j'avais un rendez-vous avec le propriétaire de la villa. Elle est allée le voir, puis m'a invité à rentrer, en me disant qu'Abbas m'attendait dans le salon. C'était la première fois que j'entendais ce prénom rare. Le salon, immense, témoignait de la richesse de son propriétaire. Abbas m'a accueilli chaleureusement, m'expliquant que je travaillerais et je serais payée. Je lui ai répondu qu'il y avait peu de gens aussi honnêtes et gentils que lui, surtout après ce que j'avais vécu. Il m'a montré la villa en détail, précisant mes tâches, lui apporter ce qu'il demanderait, l'accompagner, organiser les visites. Les premiers jours, tout semblait normal, mais peu à peu, des choses étranges ont attiré mon attention. Le salon était toujours rempli d'encens, et Abbas ne lisait pas le livre sacré, comme l'homme religieux de mon village, mais il faisait d'autres choses. Des gens riches venaient le voir, souvent pour des raisons obscures, comme des femmes qui voulaient récupérer leur mari ou pratiquer la sorcellerie. Un jour, un homme qui est arrivé vêtu d'un costume, d'une 50aine d'années, a demandé à Abbas de rendre une femme esclave de ses désirs. Abbas s'est mis à rire, lui promettant que ça se réaliserait sous peu. Ce qui m'a le plus choqué, c'est lorsqu'une femme est venue et qu'Abbas lui a dit qu'elle était possédée par un djinn amoureux. Pour s'en débarrasser, elle devait coucher avec lui, et elle a accepté sans hésiter. Après, il lui a donné de l'eau et de l'huile pour faire des massages, et elle est partie, visiblement ravie, après avoir payé et embrassé ses mains. J'observais tout ça, me concentrant uniquement sur mon travail, sans me mêler du reste. Mais au fond, je savais que ce que je voyais était dérangeant et inquiétant. Chaque jour, j'étais de plus en plus choquée par ce que je voyais. Les surprises s'accumulaient, mais je ne pouvais rien dire. La peur me paralysait. Je ne voulais pas retourner travailler à la boulangerie traditionnelle. Souvent, il m'envoyait chez diverses personnes pour récupérer des objets. Une fois sur place, je découvrais des situations troublantes, des peaux d'animaux, de l'encens et bien d'autres choses inquiétantes. Je l'ai vu réaliser des sortilèges avec des tortues, des chats et même des lézards. Ça me brisait le cœur, mais une voix intérieure me disait de rester calme, de faire mon travail et de ne pas me mêler de ce qui ne me concernait pas. Après tout, c'était entre lui et Dieu. Après 1 mois et demi à travailler avec lui, sans entrer dans les détails de tout ce que j'avais vu, je remarquai que les riches qui venaient le voir semblaient ne manquer de rien, mais les apparences étaient trompeuses. Un jour, il m'a appelé le matin pour me dire de ne pas venir avant l'après-midi, car il organisait un événement. Quand je suis arrivée, sa voiture avait été remplacée par un grand pick-up. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu que nous devions transporter des moutons. À ma grande surprise, il y avait 2 grands moutons dans le jardin. En tant qu'homme de la campagne, je savais qu'ils valaient au moins 700 €. Je les ai attachés dans le pick-up et nous sommes partis en direction de Meknès, une autre ville. Sur place, l'ambiance était d'un autre monde, un environnement que je n'avais jamais vu ailleurs. Abbas n'était pas le seul à avoir amené des moutons. L'endroit ressemblait à une ferme, avec un espace dédié où se trouvaient de nombreux moutons. À l'intérieur, l'atmosphère était chaotique. Hommes et femmes, ensemble, dansaient, et d'autres semblaient hors de ce monde. Certains se mutilaient sans ressentir de douleur. Je voyais des gens boire de l'eau bouillante, manger du verre, tout en restant insensibles à la douleur. L'ambiance était terrifiante, presque irréelle. Je suis donc sortie prendre l'air, perturbée par ce que je venais de voir. Puis, ils ont commencé à égorger les moutons. Chaque animal entouré de drapeaux et de symboles qui représentaient des tribus de djinns. J'étais stupéfait, choqué par cette scène incompréhensible. Je savais que les moutons étaient sacrifiés comme offrande aux djinns, et j'entendais toujours la même voix qui me disait de donner les clés à Abbas et de partir. Mais je pensais à ma femme qui allait accoucher, et je me disais que je devais au moins pouvoir subvenir à ses besoins. Je ne voulais pas retourner à la case départ. Ils ont égorgé les moutons et mangé ensemble, mais je n'ai pas pu me joindre à eux, car je n'étais pas serein après avoir vu tout ce qui s'était passé. Nous sommes restés environ 3 nuits là-bas.
À notre retour, je ne pouvais pas parler. Abbas m'a demandé si quelque chose n'allait pas, si quelqu'un m'avait énervé. J'ai dit que tout allait bien et que ma femme me manquait. Il m'a alors donné 3 jours de repos. J'étais à la fois choquée et content, car je pouvais enfin rester avec ma femme et l'emmener au village pour voir sa famille. Quand je suis rentrée pour lui annoncer la nouvelle, elle était très heureuse. Nous avons fait nos bagages et pris la route pour voir nos familles. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vues. Ma mère a eu les larmes aux yeux en me voyant. Elle m'a serré fort et m'a dit que j'avais embelli. Avant même de rentrer, elle m'a demandé si j'avais trouvé du travail, et je lui ai dit de me laisser rentrer d'abord, puis je lui ai tout expliqué. Les 3 jours sont passés, et nous sommes revenus en ville. Une semaine après mon retour au travail, ma femme m'a appelée pour me dire qu'elle avait des contractions. Abbas m'a dit de partir et m'a même prêté la voiture pour l'emmener à l'hôpital et m'a donné l'adresse d'une clinique qu'il connaissait. Je vous raconte tout ça pour que vous ayez une idée de ce que cet homme a fait pour moi. Ces petits gestes m'ont toujours poussé à rester avec lui, même quand j'avais envie de partir. J'ai emmené ma femme à la clinique et tout s'est bien passé. Abbas est venu et a tout payé. À un moment, j'avais même honte de le regarder, tant il avait fait pour ma femme et moi. Il a tout fait pour nous, y compris pour la fête que nous avions organisée pour le nouveau-né. C'est lui qui a apporté le mouton. Ma femme m'a dit de ne jamais quitter mon travail. J'ai donc continué de travailler pour Abbas, et la routine s'installait. Des femmes et des hommes venaient le voir, apportant des photos, des bouts de tissu ou des vêtements de la personne qu'ils souhaitaient viser. Et moi, je faisais semblant de ne rien voir. Un jour, je me suis sentie vraiment mal, et je me suis dit que tout ça n'était pas fait pour moi. Abbas m'a demandé de travailler la nuit, et comme d'habitude, je suis partie à 18h. En arrivant à la villa d'Abbas, j'étais choquée de voir un homme bizarre que j'avais déjà aperçu lors d'un événement à Meknès. Son visage et son regard me faisaient peur. Il y avait aussi un petit garçon de 6 ans, endormi sur le fauteuil. Abbas m'a demandé de les emmener au cimetière cette nuit-là, et comme je posais trop de questions selon lui, il m'a demandé d'arrêter, car ce n'était pas mes affaires. Mais je sentais que ce garçon n'était pas là par hasard, et que quelque chose clochait, car il ne bougeait pas et il ne réagissait pas. Alors j'ai demandé à Abbas s'il était mort. Abbas, visiblement irrité, a répondu « Maintenant tu m'accuses de meurtre ? As-tu oublié avec qui tu étais ?» J'ai tenté de calmer la situation en lui disant « Abbas, tu sais très bien que je te respecte. Tu as fait beaucoup pour moi, je n'oublierai jamais ça. Mais ce que tu fais maintenant, c'est dangereux. Si la police nous attrape, on part en prison tous les 3. » Abbas a répliqué que nous n'allions rien faire de fou. Nous allions juste emmener le petit au cimetière, récupérer quelque chose et le ramener. L'homme avec lui a ajouté « On dirait que ton chauffeur est un peu peureux. Il va juste nous causer des problèmes. Si tu veux mon avis, monsieur Abbas, on devrait y aller tous les 2. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un comme lui ? Il ne savait pas dès le début dans quoi tu travaillais ?» Ces paroles prononcées par l'ami d'Abbas m'ont blessée. À ce moment-là, le petit garçon s'est enfin réveillé et a commencé à regarder autour de lui, complètement paniqué. Il criait en demandant qu'on le ramène chez sa mère. J'ai demandé à l'ami d'Abbas d'où ils avaient pris cet enfant, et il m'a répondu sèchement que ce n'était pas mes affaires et que je n'étais qu'un chauffeur. Abbas, exaspéré, m'a aussi réprimandé et m'a demandé de faire attention à ce que je disais. Il m'a dit de ne pas oublier d'où il m'avait sorti, de la rue, et qu'il m'avait tout donné à moi et également à ma femme. Après réflexion, j'ai donc quand même accepté de les emmener. Il était 11h du soir. Abbas et moi étions à l'avant, et l'enfant et l'ami d'Abbas étaient à l'arrière. Abbas me donnait les indications pour le cimetière. Pendant tout le trajet, j'étais ailleurs, perdue dans mes pensées, et je me demandais ce que je faisais ici. Je me disais que ce que je faisais était contraire à l'éducation que j'avais reçue de mes parents, et je me demandais ce qui allait arriver à ce pauvre petit garçon. Nous sommes arrivés sur place. J'avais peur, je tremblais. L'ami d'Abbas est descendu pour parler au gardien du cimetière.
Il a tardé, et nous avons entendu des éclats de voix. Abbas m'a demandé de rester dans la voiture, puis il est descendu aussi, pour le rejoindre. Seul avec l'enfant dans la voiture, qui pleurait de fatigue, je lui ai demandé comment il s'appelait. Il m'a répondu qu'il s'appelait Mehdi. Je lui ai demandé s'il savait où était sa maison. Il m'a donné quelques indications, et j'ai directement su où il habitait. Je lui ai dit de ne pas avoir peur et de s'allonger. J'ai démarré la voiture et j'ai accéléré. Les cris d'Abbas et de son ami résonnaient derrière moi. Abbas m'insultait de chien et me menaçait en me disant qu'il me ferait regretter cette action et qu'il me ramènerait jusqu'à lui. J'ai accéléré, laissant tout ça derrière moi. Arrivé à destination, j'ai dit à Mehdi de rentrer chez lui. Sa mère est sortie en larmes et s'est même évanouie en le voyant. J'ai laissé la voiture près de la villa d'Abbas et je suis rentrée chez moi, en taxi, le visage pâle de peur. Ma femme m'a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'ai rien dit. Elle a remarqué que je rentrais tôt ce jour-là, comparé aux autres jours, car habituellement, quand je travaille de nuit, je pars à 18h et je dors sur place. Elle m'a demandé ce qui se passait, et m'a demandé si j'avais eu un problème avec Abbas ou à cause de mon travail. Je lui ai répondu, je ne retournerai plus jamais là-bas. Oublie cet homme. Elle a donc commencé à crier, disant qu'Abbas avait toujours été bon avec nous, et m'a demandé pourquoi je voulais quitter mon travail. Je lui ai répondu que j'avais pris ma décision, que je ne voulais plus jamais voir Abbas, et que je ne retournerais plus à cette ville-là. Dans ma tête, je pensais que l'histoire avec Abbas se terminerait là, mais ce n'était que le début. 3 jours plus tard, en sortant de chez moi le matin, j'ai trouvé de l'eau devant la maison. Je n'y ai pas prêté attention, et je suis passée par-dessus, ignorant ce que ça pouvait signifier. Le soir même, je suis rentrée à la maison, épuisée. J'avais passé la journée à chercher du travail. Ma femme m'a demandé des nouvelles, je lui ai dit que je n'avais toujours trouvé aucun travail. Après ça, j'ai levé la tête et j'ai vu son visage se transformer, ses traits changer d'une manière effrayante. J'ai crié et sauté de l'endroit où j'étais. Elle me demandait ce qui se passait, mais je n'entendais plus rien. Mes oreilles étaient comme bouchées. Son visage devenait tellement terrifiant que je ne pouvais pas le regarder. Je me suis précipitée vers la salle de bain pour me laver le visage en me disant « Réveille-toi, t'es juste en train d'halluciner, oublie tout ce que tu as vécu avec Abbas. » Je suis restée un moment à me regarder dans le miroir et soudain, l'ampoule de la salle de bain a explosé. Je suis restée dans le noir et j'essayais d'ouvrir la porte, mais elle était bloquée. Je frappais à la porte et ma femme me disait que c'était verrouillé de l'intérieur. Je lui ai répondu que je ne l'avais pourtant pas fermée. Puis, j'ai senti quelque chose m'étrangler, me plaquer contre le mur. Je criais de toutes mes forces, dans le noir, en suffoquant, pensant que c'était mes derniers instants. Ma femme a finalement réussi à ouvrir la porte. Elle m'a trouvée par terre et m'a sortie de la salle de bain, me demandant ce qui m'arrivait. Je respirais difficilement et je lui ai demandé de l'eau. J'avais tellement soif. En buvant, elle m'a montré mon cou dans le miroir. Il était tout bleu, comme si quelqu'un avait serré une corde autour. Je lui ai dit que je ne savais pas comment c'était arrivé et que ça venait juste de se produire. Elle m'a répondu qu'elle devait faire quelque chose pour notre maison, qu'elle n'appréciait pas l'énergie qui y régnait. Heureusement, je ne lui avais jamais raconté ce que faisait Abbas. J'ai alors entendu mon fils pleurer. Je suis partie en courant pour le voir, mais son visage était noir, effrayant. Ce n'était pas mon enfant. J'ai appelé ma femme en hurlant. Elle est venue en courant et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit de regarder l'enfant, et elle l'a pris dans ses bras, disant qu'il n'avait rien et qu'il était normal. Mais moi, je le voyais bizarrement. Il avait un regard noir qui me glaçait le sang, alors que c'était juste un bébé. Je ne savais plus si ce que je vivais était réel ou si j'avais des hallucinations. Ma femme m'a demandé de me calmer, d'aller me reposer, tandis qu'elle allait endormir le petit et me rejoindre ensuite. Je suis allée me coucher, et dès que j'ai posé la tête sur l'oreiller, je me suis endormie.
Je me suis réveillée vers 1 heure du matin et j'ai remarqué que ma femme n'était pas à côté de moi. Je me suis demandé où elle était passée. Je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. J'ai commencé à la chercher dans la maison, dans la chambre du petit, le salon, la cuisine, mais elle n'était nulle part. Il ne restait que la salle de bain. J'ai pensé qu'elle pouvait y être allée sans que je m'en aperçoive. J'ai frappé à la porte, demandant si elle était là, mais aucune réponse. J'entendais juste le bruit d'une respiration à l'intérieur. J'ai frappé encore 1 fois, 2 fois, toujours rien. J'ai ouvert la porte et je me suis rappelé que l'ampoule avait explosé. J'ai sorti mon téléphone pour allumer la lampe torche et ce que j'ai vu m'a choquée. Une scène inimaginable, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Elle était nue, assise par terre, se brossant les cheveux sans prêter attention à ma présence. En m'approchant, j'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici et ce qui lui arrivait. Quand elle a levé la tête, j'ai cru m'évanouir. Ses yeux étaient retournés, ses mains étaient déformées. Elle a commencé à crier de toutes ses forces. Tentant de la calmer, j'ai hésité à appeler les voisins à cause de sa nudité. Je me suis battue pour la faire sortir de la salle de bain, mais elle continuait à faire des gestes étranges, incapable de tenir sur ses pieds. Je l'ai portée jusqu'au fauteuil, où elle tremblait encore, ses yeux toujours retournés. J'ai mis le Coran en lecture dans la maison, et ça l'a fait trembler davantage. Elle se contorsionnait, comme si elle souffrait. Même mon enfant s'est mis à pleurer lorsque le Coran a commencé à résonner dans la maison. Désespérée, je priais Dieu pour savoir quoi faire. Soudain, la télévision sur laquelle j'avais mis le Coran s'est arrêtée d'elle-même. Je me concentrais uniquement sur l'état de ma femme. J'ai apporté de l'eau et je l'ai versée sur elle. Elle est restée dans cet état pendant 1 heure et du sang commençait à couler de son nez. J'essuyais le sang et je la suppliais de se lever. Soudain, elle s'est réveillée en sursaut, a repris ses esprits et ne se rappelait de rien. Elle pensait avoir rêvé. Elle m'a décrit son cauchemar. Elle était attachée dans un lieu isolé, entourée de chiens noirs. Je l'ai prise dans mes bras, essayant de la rassurer. Je lui ai dit qu'elle était en train de rêver et que tout irait bien maintenant. Elle m'a demandé comment elle s'était retrouvée ici, car elle dormait pourtant avec moi dans la chambre. Je lui ai expliqué qu'elle avait crié, que je l'avais portée jusqu'au fauteuil pour qu'elle se calme, mais que je n'avais pas réussi à la réveiller. Peu de temps après, elle a senti une odeur de brûlé et m'a demandé si j'avais laissé quelque chose sur le feu. Nous nous sommes précipités vers la cuisine, découvrant la gazinière allumée avec des flammes qui commençaient à se propager. L'odeur était insupportable. J'ai éteint la bouteille de gaz et le feu, ouvrant les fenêtres pour aérer la maison. Ma femme, paniquée, m'a demandé ce qui nous arrivait. J'ai commencé à pleurer, certains qu'Abbas était derrière tout ça. Cette nuit-là, nous n'avons pas pu dormir. Même le bébé est resté réveillé, et le lendemain matin, il avait des taches bleues sur tout le corps. Ma femme a insisté pour l'emmener chez le médecin. Je lui ai dit de rester avec lui et que j'avais quelque chose à faire. Je suis allée voir Abbas à sa villa. La femme de ménage m'a informé qu'il ne voulait pas me voir, mais je l'ai poussé pour rentrer. Abbas m'a regardé avec mépris. « Tu oses encore venir ici, espèce de traître ? J'ai tout fait pour toi, mais un chien reste un chien. » Je lui ai répondu que je ne pouvais pas accepter la scène que j'avais vue au cimetière et que j'avais trop peur pour l'enfant. Je ne pouvais pas le laisser lui faire du mal. Je lui ai dit que j'avais vu tant de choses dans cette maison et j'avais fait semblant de rien voir, mais à présent, je voulais qu'il laisse ma famille tranquille, car eux ne lui ont rien fait et que je n'avais pas besoin de ce travail. Il m'a répondu qu'il avait juré, depuis ce jour, de me faire souffrir, moi et ma famille, et de me faire regretter de l'avoir trahi. Je lui ai dit de faire ce qu'il voulait de moi, mais de laisser ma famille tranquille. Il a répliqué que ce n'était pas à moi de lui dire quoi faire, et m'a ordonné de sortir d'ici. Il a alors appelé un homme qui m'a mis dehors, sans ménagement. Sur le chemin du retour, je réfléchissais à ce que je devais faire. Je me suis rappelé du petit garçon qu'ils avaient kidnappé la dernière fois,
et j'ai compris que c'était ma seule solution. Je suis allée chez lui et j'ai frappé à la porte. Sa mère est sortie et m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit que je voulais voir Mehdi. Elle m'a demandé pourquoi je voulais le voir et que j'avais l'âge d'être son père. Je lui ai demandé si je pouvais entrer pour tout lui expliquer. Son mari est venu et nous nous sommes assis. Je leur ai raconté toute l'histoire, expliquant comment l'ami d'Abbas avait kidnappé Mehdi pour sortir un trésor, car Mehdi était un enfant Zori. Sa mère était incrédule, mais j'ai insisté pour qu'elle demande à son fils si ce que je disais était vrai. Mehdi a confirmé mes dires. Je leur ai expliqué que cet homme continuait de me faire du mal, à moi et ma famille, et que je voulais le voir en prison pour ce qu'il avait fait. J'ai supplié Mehdi de témoigner à la police. Ils ont accepté, et nous sommes allés au commissariat pour porter plainte contre Abbas. J'étais conscient que je risquais aussi des ennuis, mais je devais sauver ma famille. Mehdi a raconté son histoire, et le commissaire m'a informé que j'étais aussi impliquée, mais que ma peine serait allégée grâce à mon aide pour sauver l'enfant. La police est ensuite directement allée à la villa d'Abbas, où ils l'ont trouvé, en train de pratiquer la sorcellerie avec un homme. Abbas, furieux en me voyant, a crié « T'es toujours à mes trousses. Tôt ou tard, je vais en finir avec toi et te faire regretter chaque instant. » Le commissaire l'a fait taire, soulignant qu'il l'avait attrapé en flagrant délit. Au tribunal, Abbas a été condamné à 5 ans de prison, auxquels se sont ajoutés 2 ans suite à la demande de la famille de Mehdi. Moi, j'ai écopé de 8 mois de prison, et l'ami d'Abbas qui l'avait assisté au cimetière a reçu une peine de 3 ans. Pendant mon incarcération, ma femme est retournée chez ses parents au village avec notre fils. À ma sortie, je les ai rejoints au village. Pourtant, je me réveillais toujours en sursaut la nuit et je ressentais un énorme poids sur les épaules. Un homme religieux de notre village m'a informé que j'étais ensorcelée, probablement en marchant sur quelque chose qui était devant chez moi. Il a pratiqué plusieurs séances de guérison jusqu'à ce que je retrouve mon état normal. Depuis ce jour, je ne suis jamais retournée dans cette ville. Ma famille et moi avons déménagé au nord, loin de tout ça. Cette histoire s'est déroulée il y a environ 6 ans. Abbas devrait être libéré dans 1 an, et j'espère ne plus jamais le revoir. J'espère qu'il nous oubliera, moi et ma famille. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Khalid. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? En découvrant cette histoire, j'ai eu beaucoup de peine pour lui, car il cherchait simplement à subvenir aux besoins de sa famille, mais il s'est malheureusement embarqué dans quelque chose de très sombre, et cet homme n'était pas aussi gentil qu'il le paraissait. J'ai été soulagée quand il a sauvé le petit garçon, mais je pense que vous comme moi, on se doutait qu'il y aurait des conséquences suite à cet acte. Enfin, ça s'est heureusement bien terminé, et je pense qu'on espère tous que quand Abbas sortira de prison, il ne reviendra pas se venger auprès de Khalid et sa famille. J'ai hâte de voir vos avis en commentaire, et n'oubliez pas de nous envoyer un email à frissonréel@gmail.com si vous aussi, vous avez des histoires à nous partager. N'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo autour de vous, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.